Eh beh, écoutez, je suis, enchantée de vous, rencontrer ou revoir pour celles et ceux que j'ai déjà vus. Et je vous remercie à nouveau pour, l'invitation. C'est un vrai plaisir de voir que maintenant il y a des géoséminaires entiers qui s'organisent à l'initiative de géographes autour du sujet du jeu vidéo. Et donc, bah, c'est, d'autant plus pour moi un plaisir de venir intervenir, ici à distance. Je suis moi-même, géographe de formation. Je suis diplômée d'un master 2 en géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges à Sorbonne Université. Je me suis spécialisée en géographie humaine et culturelle, donc j'ai fait un parcours qui s'appelait à l'époque, culture politique et patrimoine. Et à la sortie de mon diplôme, en fait, hein, j'ai rejoint Ubisoft, dans une équipe qui s'appelle Humanities et Inspiration. Voilà, on est une petite équipe de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur des sujets de sciences humaines et naturelles, mais vous allez voir, je vais détailler ça un petit peu plus tard. Pour le moment, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais vous présenter un petit peu comment est-ce que la géographie peut servir et être mobilisée par différentes équipes de création de jeux, dans le contexte de la création, d'environnements, vidéoludiques, divers et variés, et donc plus précisément appliqués à Ubisoft. Mais vous allez voir, on va aussi explorer d'autres exemples. Alors du coup, bon, ça c'était pour ma présentation évidemment. Au sommaire, de la présentation, je vais vous proposer d'abord quelques notions clés de design de jeu, puisque je ne suis pas forcément sûre que, la manière dont on conçoit les jeux soit très, transparente ou compréhensible par le public. Donc ça va être un petit rappel sur comment ça fonctionne en fait de manière assez concrète la création de jeu. Ensuite, on va parler vraiment des apports, enfin en tout cas des liens entre la géographie et le design du jeu. C'est-à-dire que dans la manière dont on va concevoir les expériences, à beaucoup d'endroits, il y a des correspondances entre la manière dont les géographes travaillent et la manière dont les concepteurs et les conceptrices de jeux travaillent. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette partie-là. Ensuite, un point plus précis sur la question de l'authenticité, qu'elle soit historique, qu'elle soit géographique, culturelle. Donc là, ça va vraiment toucher un peu plus en détail le travail qu'on peut faire avec, des jeux, notamment chez Ubisoft. Il y a des équipes comme celle d'Assassin's Creed, heu, autour de, bah, comment est-ce qu'on va valoriser cette culture scientifique-là. Et puis enfin, alors si on a un petit peu de temps pour des questions-réponses, je suis pas sûre parce que voilà, la présentation est assez courte, mais si jamais il y a un peu de temps pour des questions-réponses, n'hésitez pas, je suis à disposition ensuite. On va commencer donc par ces quelques notions clés de design de jeu. Et en fait, la question qu'on va poser plus précisément, c'est finalement comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo? Et pour ça, il faut savoir qu'il y a toute une chronologie, hein, ça prend un certain temps de faire un jeu. Heu, Si on parle par exemple d'un jeu mobile, hein, ça peut être des processus de développement assez rapides. Nous, dans le contexte des jeux qu'on fait, alors plutôt sur lesquels je travaille, donc puisqu'on est sur des triple A, hein, des jeux de grosse ampleur, en général, c'est des jeux qui sont assez longs, qui prennent plusieurs années à être développés. Tout commence par, la phase de conception où en gros on va poser des éléments généraux. Alors en général, c'est des petites équipes, hein, qui vont se réunir, qui vont essayer de déterminer, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi ça parle? Qu'est-ce que notre public, attendrait peut-être pour une suite? Et on va, voilà, comme ça, poser de grands éléments avant de rentrer dans ce qu'on appelle la phase de pré-production, qui elle a pour objectif en fait de rationaliser un petit peu ces volontés. Derrière, et ben, des systèmes de jeu, des mécaniques, concrètes auxquelles on peut jouer. Donc en gros, on passe de ce pitch de ce qu'on aimerait faire à qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place et concevoir pour permettre aux gens de découvrir cette expérience de jeu. La phase de production, c'est un peu le gros moment. Donc en gros, on a arrêté toutes les volontés un peu liées au système, liées aux mécaniques de jeu, et on va déployer toute une force, de frappe et d'effectifs qui va se dédier, et ben, au développement du jeu. Donc là, ça va vraiment être le moment où on va créer en fait, hein, toutes ces choses, que ce soit les visuels, que ce soit les mécaniques, les systèmes, les environnements, les personnages. On va aussi pas mal corriger de bugs. On va faire vraiment là tout le travail de construction, si vous voulez, du jeu, après avoir déterminé, de quoi ça allait parler, à quoi ça va ressembler. Ensuite arrive, eh bien, le moment du lancement. Donc alors en général, voilà, on est tout content. Là, c'est un peu le moment dans lequel on est aujourd'hui à Ubisoft, puisque, bah, on sort aujourd'hui même Assassin's Creed Shadows, donc c'est un peu l'ébullition au bureau, ce qui est très chouette. Mais bon, en tout cas, ça va mobiliser de nouvelles équipes. Bien sûr, les équipes de communication, de marketing, va avoir bien sûr les négociations avec, bah, les marchands, de jeux vidéo, avec, les différents pays, hein, dans lesquels on va sortir le jeu. À nouveau de la correction de bugs, puisque d'un coup, quand un grand public peut jouer à notre jeu, et bah, fatalement, ça va mettre, au jour tout un ensemble de choses à corriger. Voilà, donc au lancement, il se passe plein de choses aussi. Et enfin, il y a une période de live. Donc après la sortie, en fait, il y a un certain nombre de jeux maintenant qui continuent d'être, alimentés en contenu, que ce soit des DLC, donc des chapitres additionnels. Par exemple, vous jouez à une aventure et vous voulez rajouter une histoire en plus, un chapitre en plus. Éventuellement, ça peut être l'achat de cosmétiques en jeu, des vêtements, des coiffures, des petits objets de déco. Va y avoir bien sûr des événements, hein, liés aux jeux vidéo, après leur sortie. On peut penser à des événements qui permettent de les
faire découvrir à un grand public, mais on peut penser aussi à l'e-sport, hein. Un certain nombre de jeux maintenant ont des scènes compétitives et donc ça, fatalement, ça fait aussi partie de la vie d'un jeu après sa sortie et son lancement. Et donc, là-dessus, vous voyez, en fait, à chacune de ces étapes, nous, on peut être amené à intervenir. J'ai essayé de récapituler le développement de jeu en quelques métiers clés, mais alors c'est pas du tout exhaustif, hein. J'aimerais pas du tout vexer des personnes qui travailleraient dans les jeux à d'autres jobs. C'est peut-être vraiment pour résumer quelques piliers qui, selon moi, sont vraiment nécessaires au développement d'un jeu et qui, en plus, sont assez propres à cette industrie, parce que c'est pas forcément des métiers qu'on va retrouver dans d'autres, familles, on va dire, industrielles, et techniques ou du divertissement. En tout cas, voilà, pour moi, il y a à peu près 5 piliers non exhaustifs. Tout d'abord, celui de la production. Donc ça va être toutes les personnes qui vont s'occuper de gérer les agendas, les timings entre les équipes, le budget, qui vont permettre en gros aux différentes équipes de se coordonner, qui vont mettre en place les outils nécessaires, les bonnes pratiques pour pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Heu, il y a des projets sur lesquels on est énormément de personnes différentes à travailler. Chez Ubisoft, en tout, on est, j'ai pas le chiffre exact à date, mais c'est entre 15 et 20 000 personnes. Sur des équipes comme Assassin's Creed, ça peut monter presque jusqu'à 1000 personnes qui travaillent en même temps dans les phases de production les plus intenses. Donc vous imaginez bien que la personne qui va être en charge de les personnes du coup, qui vont être en charge de coordonner ces différentes équipes, elles vont avoir un rôle très important, dans le bon déroulement de ce processus créatif-là. Ensuite, il va y avoir les métiers liés au design. Je vais faire un focus un peu plus précis là-dessus juste après, puisque dans le contexte de mon métier, c'est un peu le cœur du sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toute une famille de métiers qui est dédiée à la conception du jeu, vraiment à essayer de déterminer quelles sont les différentes choses qu'il va falloir créer et mettre en place pour créer cette expérience de jeu. Je vais revenir dessus juste après. Les métiers de la programmation, je pense que ça fait partie des métiers les plus connus, hein, quand, on demande au grand public, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu? Souvent, on va vous dire, des codeurs ou des développeurs, voilà. Effectivement, la programmation, c'est très important et il y a beaucoup de choses différentes à programmer, hein. C'est pas seulement, le jeu, hein, de manière vague, ça peut aussi être le moteur, ça peut être des personnages, ça peut être des intelligences artificielles de PNJ, ça peut être du gameplay, ça peut être, des animations, des cinématiques, enfin, il y a vraiment énormément de choses à programmer, dans un jeu. Tout va dépendre de ce qu'on est en train de faire, bien sûr et donc ça, c'est, je dirais quand même la colonne vertébrale, hein, du jeu. Globalement, il faut que le code fonctionne et que les outils fonctionnent pour que le jeu tourne, sinon, on rencontre des problèmes. Les artistes, extrêmement importants aussi. Alors, on pense en général très vite aux artistes visuels, donc les personnes qui font des visuels en 2D, les personnes qui font des visuels en 3D, de l'animation, du concept art aussi, donc les personnes qui vont essayer d'envisager à quoi doivent ressembler les choses. Ça, c'est très important, mais il y a d'autres aspects artistiques, hein, qui sont mobilisés dans les jeux, notamment tout ce qui est lié au son et à la musique. On peut penser aux comédiens, comédiennes de doublage, on peut penser aux personnes qui travaillent sur les environnements sonores, qui travaillent sur la spatialisation du bruit, donc le fait que quand vous allez jouer au casque, les sons, vous allez les entendre à certains endroits autour de vous, et que ce soit cohérent, par rapport à l'expérience. Si c'est un jeu d'aventure peut-être que ce sera un bruit de vent qui va vous attirer quelque part. Mais si c'est un jeu stratégique et de tir, potentiellement ça va permettre de vous indiquer, par où est-ce que, vos ennemis sont en train d'arriver, donc ça peut être très important. Tous ces métiers-là, suggèrent, le fait de faire appel à un ensemble important d'artistes. Et enfin, il y a tous les métiers de support, très importants aussi parce que, au-delà du fait de faire un jeu, il faut aussi faire, «tourner l'entreprise» entre guillemets, hein, maintenir, le fonctionnement de l'entreprise en bonne et due forme. Donc pour ça, ça suppose tout un ensemble d'équipes, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le support informatique, la sécurité, l'entretien du lieu de travail. Bien sûr aussi, toutes les équipes de communication, de marketing qui, elles sont un peu plus proches des projets de jeu, mais qui sont super importantes pour, nous permettre de faire découvrir, faire entendre autour du public comment est-ce qu'on a travaillé, quels sont les jeux qu'on va proposer et aussi, mine de rien, et je tiens à le dire, le marketing a un rôle assez important dans la conception puisque, fatalement, ils vont aussi nous aider, à prendre les bonnes décisions parfois pour se faire comprendre. En fait, c'est simple, mais si quelqu'un est amené à communiquer ou à vendre, un jeu, par exemple, ça suppose qu'il comprenne exactement en quoi consiste le jeu et à certaines étapes du développement, quand on est encore indécis sur certaines directions qu'on peut prendre typiquement, ces apports-là peuvent être très intéressants pour, avancer et évoluer dans les bonnes directions. Donc voilà, tout ça, ça forme à peu près les métiers clés qu'on retrouve dans cette industrie, mais je n'ai pas cité plein d'autres, le légal, l'innovation, la R&D, voilà, autant de métiers qui concourent à, tout ça. Pour revenir sur notre exemple des métiers du design, je vais partir d'un Monopoly parce que je pense que alors c'est un exemple qui a des failles, mais qui, pour un grand public, est pas mal pour comprendre quand même comment se répartissent ces différents métiers. Donc si on prend un plateau de Monopoly, une partie de Monopoly assez standard, pour résumer, la personne qui s'occupe du game design, c'est la personne qui va concevoir vraiment les règles du jeu. Elle va
potentiellement écrire les règles que vous allez retrouver dans le livret de jeu. Elle va déterminer qu'on va avancer avec un dé. Elle va déterminer comment se répartissent le pouvoir dans le jeu, donc l'argent, les propriétés, la proportion de cases qu'on va retrouver, etc. La personne en charge du level design, donc du design du niveau, va bien sûr travailler avec le game designer pour réfléchir sur les règles du jeu, mais va surtout s'occuper du plateau du jeu. Donc, par exemple, comment répartir les propriétés, les obstacles, qu'est-ce qu'on va mettre à quels endroits, comment on va les regrouper, de sorte à faire une expérience de jeu qui se déroule sur un niveau qui est pertinent et cohérent. Les narrative designers, quant à eux, c'est les personnes qui vont s'occuper, en général, de ce qu'on pourrait appeler le texte du plateau et des cartes, des noms des rues, de la thématisation. Donc, c'est toutes les personnes qui vont habiller l'expérience des mécaniques par un univers, en fait, qui est intéressant. Et bien sûr, toutes ces personnes travaillent évidemment ensemble, hein. Les décisions des narrative designers, des level designers et des game designers doivent se prendre de manière cohérente les unes par rapport aux autres, parce que sinon, on fait un jeu qui est cacophonique. Et évidemment, ça, c'est un exemple lié au Monopoly, mais il faut savoir que du coup, d'un jeu à l'autre et d'un concept à l'autre, en fait, ces différentes expériences peuvent prendre de tous autres aspects. Quand on est, par exemple, level designer sur Mario Kart, et ben, c'est pas du tout la même chose qu'être level designer sur Assassin's Creed, hein, puisque ça va demander d'autres compétences, celle de savoir créer un circuit intéressant, celle de penser aux obstacles propres, on va dire, à Mario Kart. Là où dans Assassin's Creed, on va chercher à créer des mondes ouverts à explorer et à découvrir. De la même manière, un level designer de Just Dance, en fait, c'est quelqu'un qui, par essence, est amené à beaucoup danser, faire des chorégraphies. Voilà, donc vous comprenez qu'en fait, d'un jeu à l'autre, ça peut être des choses très différentes qu'on va faire et ça marche de même pour les game designers et les narrative designers. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus en détail des relations entre la géographie et le design de jeu. Vous allez voir qu'elles sont, complémentaires et très enrichissantes selon moi, ou du moins, moi j'ai le mérite de les trouver intéressantes, alors voilà. J'espère que ça vous parlera. Alors, pour le coup, on est dans un géoséminaire, donc c'est pas forcément à vous que je vais l'apprendre, mais la géographie, c'est une très belle science, hein, très intéressante, avec beaucoup, beaucoup de champs, alors méconnus, pas forcément. Je dirais qu'en France, il y a peut-être, des préjugés sur la géographie, qui est un peu rangée comme, la petite sœur de l'histoire, ou, comme une matière qui consiste à pas dépasser quand on colorie. Alors que vous et moi, savons très bien que, c'est plutôt une science, en fait, qui s'applique à énormément de champs différents, que ce soit la climatologie, la cartographie, l'urbanisme, la géomorphologie, l'hydrologie, la gestion intégrée de bassins versants et autres gestions de risques naturels et humains. Voilà, je pense que là-dessus, on n'est pas forcément obligé de détailler très longtemps parce que c'est un public qui connaissait ça normalement. Mais en tout cas, c'est pour rétablir le postulat que la géographie, c'est une discipline scientifique qui touche à énormément de champs différents. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a une certaine résonance entre des applications, on va dire, enfin des occupations, de géographes, des activités géographiques et des applications ludiques. Là, par exemple, ce que vous voyez à gauche, bon, c'est, une photo-interprétation ou en tout cas, c'est une forme de une illustration de la télédétection, notamment appliquée aux champs agricoles, donc avec, vous savez, les systèmes d'infrarouge, hein, qui permettent d'évaluer, la fertilité d'un champ ou pas. Et en fait, ça, par exemple, c'est un exemple, de fonction, ou en tout cas de pratique géographique qu'on peut retrouver de manière, gamifiée dans des jeux. À droite, vous avez l'exemple du jeu Tropico dans lequel, donc c'est un jeu de gestion de ville. Vous êtes, à la tête d'une île, dans les Caraïbes, fictive et c'est à vous de la développer donc, hein, c'est du city building. Vous allez construire des bâtiments, des fermes, des entreprises, des maisons et ainsi de suite. Votre île va se développer. Quand vous voulez construire une ferme, cette interface de jeu que vous voyez à droite, elle se transforme en quadrillage comme ça et en fait, d'un produit à l'autre que vous allez essayer de faire pousser, vous allez avoir des indicateurs qui vont, montrer à quel point le sol, est propice à la culture de cet aliment et donc c'est assez intéressant je trouve puisque, pour avoir moi-même travaillé sur des terrains qui, supposaient de faire, un peu d'interprétation photo aérienne, un peu de télédétection appliquée au métier de l'agriculture et je trouve qu'en fait c'est assez marrant de voir comment est-ce que, cet exemple peut illustrer l'utilisation d'outils géographiques dans le contexte de jeux vidéo. C'est un exemple parmi d'autres, mais typiquement, si on prend les jeux de gestion et de city building, on peut voir qu'il y a un certain nombre de résonances entre ce qu'on va être amené à gérer et en fait, à quoi ressemble le métier des urbanistes au quotidien. Alors, je ne sais pas s'il y a des urbanistes dans l'assemblée, je pense que moi, tous ceux que je connais sont vraiment à ce stade des psychologues, hein, qui essaient de faire discuter ensemble des acteurs et des actrices qui ne veulent pas du tout échanger, les citoyens, les mairies, les intercos, les régions, les entreprises. Bon,
c'est un peu, il y a beaucoup de discussions finalement. Les jeux de city building, souvent, ils mettent plus en avant la pratique, on va dire, de maîtrise d'ouvrage, hein, quelque part, le fait de construire des travaux, de planifier, de développer des projets. À droite, là, vous avez un exemple du jeu City Skyline. Alors là, c'est précisément un exemple de quelqu'un qui est en train de créer une route, mais c'est intéressant puisque c'est un jeu dans lequel, par exemple, il y a une gestion assez poussée, assez élaborée de la circulation des voitures, des bouchons. Donc potentiellement, si vous ne mettez pas suffisamment de carrefours ou si vous en mettez trop, ou si vous ne gérez pas bien vos priorités à droite, par exemple, vous pouvez complètement engorger votre ville. C'est un exemple parmi plein d'autres dans ce jeu qui met en scène beaucoup de manière différente de concevoir la ville, mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, il y a un certain nombre de jeux et qui affichent plus ou moins explicitement en fait des liens avec des métiers, on va dire, de géographe. Euh, alors, précision, parce que bah, voilà, si on s'inscrit dans la géographie culturelle, c'est important de le noter. Ces jeux, souvent, ils sont aussi le reflet, hein, mine de rien, de rapports assez particuliers à la ville, au développement urbain. Là, c'est un exemple de City Skyline qui propose des villes extrêmement nord-américaines, hein, où on va vraiment faire des zones qui vont être dédiées à certaines activités économiques. On ne va pas trop mélanger les domiciles avec les industries, avec les zones de services. Bon, voilà, ça, c'est une manière, hein, de faire de l'urbanisme. En France, on fait autrement. Dans d'autres pays, on fait autrement aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant puisque du coup, en passant d'un city builder à l'autre et d'un contexte culturel à l'autre, en fait, on peut voir comment est-ce que finalement on a tendance à concevoir ce qui fait la ville dans ces différents jeux pour ces différentes cultures. Et donc, bien sûr, en tant que géographe, bah, moi, ça m'intéresse beaucoup. Autre application ludique, alors là, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser puisque j'ai pas pris le temps de le faire, n'étant pas. Ben, j'ai un job ici, donc je peux pas forcément m'adonner à toutes les recherches qui m'intéressent. Toutefois, je trouve ça assez intéressant les parallèles entre justement les outils géographiques mobilisés dans ces expériences de city building et par exemple les jeux de construction de parcs à thème, de zoos. Souvent, donc, on va retrouver ce style de jeu qui est assez populaire, hein. Vous allez devoir créer un parc d'attractions, vous allez créer un zoo, vous allez créer en fait voilà un espace comme ça qui est complètement ludique. Et en fait, finalement, les modes de jeu sont extrêmement proches de ceux des jeux de gestion de ville classiques, ce qui montre aussi que dans la manière dont on va approcher l'urbanisme dans le jeu vidéo, on a une dimension un petit peu Disneylandisée, hein, du métier, de comment est-ce qu'on va faire pour approcher ces sujets. Ou alors, eh ben, ces simulateurs de Disneyland, quelque part, ont du mal à sortir du carcan très urbanistique des choses. Bref, en tout cas, je pense qu'il y a un truc assez intéressant à explorer sur la manière dont les jeux de gestion de parcs à thème s'emparent des sujets d'urbanisme. Donc voilà, si jamais il y a des chercheurs, chercheuses que ça intéresse, vous pouvez me contacter parce que c'est un sujet qui me parle. On va prendre un cas pratique maintenant qui, je trouve, illustre bien comment est-ce que la géographie peut s'intégrer et se mêler aux différentes mécaniques de jeu. Et pour ça, je ne vais pas m'appuyer sur un jeu Ubisoft, je vais m'appuyer sur un jeu neutre, mais que je trouve très réussi en ce sens, qui est The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu dans lequel vous êtes un chevalier qui se réveille dans un univers fictif qui s'appelle Hyrule. C'est à vous de retrouver vos souvenirs pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et aller libérer le château et la princesse des forces du mal, mais donc dans ce monde où en fait il y a eu 100 ans de conflits et de paix derrière qui ont suivi, en tout cas de paix relative. C'est à vous d'aller un petit peu vous balader là-dedans pour comprendre ce qu'on y fait. Alors déjà sur un point de vue très physique, moi je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes à relever sur le travail qui a été fait par les équipes, notamment de conception de monde et de niveau. Il y a une géomorphologie très intéressante dans ce jeu. Il y a une vraie compréhension de comment marche, ou en tout cas comment répliquer des reliefs et des systèmes, on va dire, de montagne. Typiquement, pour créer des landmarks, c'est très important. Nous, dans le jeu vidéo, ces landmarks, ça va être tous les lieux, les points de vue qui vont attirer l'attention des personnes qui sont en train de jouer. Donc typiquement, là, ce que vous voyez à l'écran, bon, bah, je suis Link, je regarde autour de moi et je m'aperçois qu'il y a cette grosse montagne bizarre. Et donc, fatalement, moi, ça me donnait envie d'aller l'explorer. Et ben, pour réussir à créer une grosse montagne bizarre, ça suppose quand même une compréhension relative de la géomorphologie, de à quoi ressemblent des montagnes et des chaînes de montagnes, puisque fatalement, si toutes mes montagnes elles sont bizarres, et ben, ce serait très dur d'en faire ressortir une parmi d'autres. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une vraie réussite dans la compréhension, la création en fait, de reliefs assez homogènes et crédibles qui permettent ensuite de faire sortir des reliefs de manière plus explicite. Aussi, il faut savoir que c'est une géomorphologie qui est conçue de manière très triangulaire parce que c'est un jeu dans lequel, quand on va se balader, on va beaucoup observer autour de nous. Et donc, le fait d'avoir des formes un peu pyramidales comme ça pour ces différentes montagnes, ça permet de dégager des points de vue quand on se déplace, puisque comme les sommets sont plus étroits, et ben, ça permet de mieux voir à mesure qu'on regarde dans l'air.
Il y a des ensembles paysagers aussi dans ce jeu. Alors ça, c'est un classique du jeu vidéo, mais dans celui-ci, ils sont très bien réussis. Vous allez retrouver différents écosystèmes autour de différents, climats, différents, niveaux, d'altitude, différents, conditions, hein, de vie géographique. Il va y avoir des plaines avec de la forêt, vous allez retrouver des environnements de montagne assez froides, des environnements volcaniques, des environnements désertiques et pour chacun, il y a une vraie cohérence entre les végétaux, la faune, le type de relief, le type d'érosion. Donc moi, je trouve ça assez impressionnant ce qui a été fait sur la question des ensembles paysagers et écologiques. Et enfin, vous allez avoir des enjeux de niveau et des enjeux narratifs. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages que vous allez rencontrer dans le jeu, ils vont vachement se connecter en fait au paysage naturel qu'il y a autour d'eux. Il y a beaucoup d'éléments de leurs croyances, de leurs points de repère, de ce qu'ils vont dire et expliquer à votre personnage, qui vont en fait relever de leur propre rapport aux environnements. Et donc c'est assez intéressant puisque dans cet univers complètement fictif, finalement, on ressent vraiment un enjeu avec des habitants qui sont très connectés avec leur lieu de vie, qui vont vous dire bon bah tiens, il y a telle source derrière, il m'est arrivé ça, etc. Et ça va être, je trouve, une composante assez réussie de l'expérience d'aventure qu'ils proposent. Sur ces enjeux narratifs d'ailleurs, moi je suis assez intéressée dans ce jeu par les différents systèmes culturels en fait qu'ils ont mis en place, les différentes sociétés qu'on va rencontrer, qui ont des modes de vie différents, des espèces un peu différentes qui cohabitent dans cet endroit, qui vivent pas exactement dans les mêmes conditions. Et vous allez voir, leur architecture va s'adapter, leurs coutumes ne seront pas exactement les mêmes, leurs manières de s'habiller ne seront pas les mêmes. Et quand vous allez les rencontrer dans le monde, que ce soit chez eux, quand plus tard vous réussirez à parvenir à leur région d'origine, ou alors quand ils se baladent un peu comme vous et qu'ils sont perdus comme vous, c'est assez intéressant de voir les interactions et parfois les conflits ou alors au contraire les proximités entre différentes cultures qui vont se rencontrer dans ce monde-là. Donc ça, je trouve que c'est aussi très réussi. Et puis enfin, alors si vous êtes amateur et amatrice de belles cartes, moi je trouve que le système cartographique de The Legend of Zelda Breath of the Wild est relativement inégalé. Il est extrêmement bon. Déjà parce que donc comme vous le voyez sur la gauche, en fait, hein, vous avez une sémiologie, hein, qui est assez belle, qui reprend à la fois les codes un peu, on va dire, classiques, usés, anciens, des couleurs, ocre, des nuanciers de marron comme ça pour représenter le fond de carte, mais aussi des bleus très néons, au niveau des, éléments qui vont se rapporter aux technologies que vous débloquez dans le jeu. Vous allez avoir pas trop d'informations, juste le bon niveau, la toponymie qui est intéressante avec, la construction du monde et tout. Bon, c'est une très bonne carte de base, mais en plus, elle est extrêmement interactive et elle est vraiment pensée comme une partie intégrée à l'expérience de jeu. Vous allez faire des allers-retours assez naturellement entre la carte et l'univers de jeu. À l'aide de votre carte, vous pouvez poser une balise que vous allez voir ensuite dans votre monde. De la même manière, vous pouvez sortir votre longue vue pour scruter le paysage, poser une balise qui apparaîtra sur votre système cartographique. Et dernière chose que je trouve très intéressante, la carte, elle offre du coup une vue aérienne et un peu satellitaire sur les choses. Ça vous permet de voir des éléments et des landmarks notamment que vous n'auriez pas forcément vu si vous étiez resté à hauteur de personnages, à hauteur de Link. Quand vous vous baladez, vous avez accès à un certain niveau d'information géographique en regardant autour de vous. Mais quand vous regardez votre carte qui, elle, vous donne une vue aérienne potentiellement, vous allez repérer de nouveaux landmarks, en fait, des choses, par exemple, très géométriques ou des éléments qui semblent incongrus par rapport à là où vous vous trouvez. Et ça peut vous inciter à aller essayer de les découvrir. Donc pour ça, pour moi, on est sur un système cartographique absolument parfait, puisque en plus d'être très joli, il se paye le luxe d'être extrêmement bien intégré à l'expérience de jeu. Et donc dans un jeu d'aventure, d'exploration, où on a envie de se sentir perdu et de se balader dans un monde, c'est quand même extrêmement chouette. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du coup de ce qu'on va faire dans le contexte de mon métier et sur des jeux comme Assassin's Creed, hein, puisque fatalement, c'est, je pense, celui qui met le plus en valeur la manière dont on travaille. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi sur d'autres jeux à Ubi. C'est d'ailleurs assez intéressant, hein. Les besoins sur du conseil en sciences humaines et naturelles vont pas être les mêmes d'un jeu comme The Crew Motorfest, qui est un jeu de voiture, à des jeux comme Far Cry, qui sont des jeux un peu fantasy, qui se passent dans des univers dans lesquels il y a des dictatures, voilà, qu'il va falloir affronter, inspirées du monde réel, mais pas tout à fait. Bon, c'est assez intéressant. Dans Assassin's Creed, c'est l'univers dans lequel on va rester le plus proche on va dire, une certaine authenticité historique, hein. C'est évidemment pas la réalité historique ou géographique des choses qu'on va montrer, mais en tout cas, c'est une histoire qu'on va essayer d'écrire en s'inspirant de beaucoup d'éléments de ces univers-là. Dans Assassin's Creed, donc, en fait, on rejoue le conflit un peu millénaire entre deux factions qui sont les assassins et les templiers.
Et pour ça, on va utiliser un outil qui nous permet de voyager dans le temps à travers la mémoire génétique de nos ancêtres. Bon, évidemment, c'est des technologies qui n'existent pas. Voilà, c'est ce qui nous sert d'excuse en fait pour aller visiter différentes périodes historiques. Donc là, vous avez l'exemple d'Assassin's Creed Unity qui se passe en France pendant la Révolution, mais dans nos jeux, on va pouvoir explorer un ensemble de contextes différents. Ça peut être la Grèce antique, l'Égypte antique, ça peut être l'Italie de la Renaissance, ça peut être l'Angleterre victorienne. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de contextes différents qu'on va explorer. Le petit dernier, comme je vous ai dit, sort aujourd'hui, c'est Assassin's Creed Shadows. Donc voilà, alors je n'aurai pas de réponse à vous apporter dessus parce que c'est mes collègues qui ont suivi ce projet. Néanmoins, bah, c'est chouette, c'est un jour de sortie. Donc pour nous, c'est assez exceptionnel, c'est Noël. On est content de ça. Et ce jeu-là va se passer du coup au Japon. Voilà. Alors du coup, quand on travaille sur Assassin's Creed, en fait, c'est assez intéressant puisque du coup, on est toujours pris dans entre le marteau et l'enclume sur les sujets de science et de création. En gros, souvent, ce qu'on va faire, c'est devoir réinterpréter du matériel archéologique, historique, géographique, pour pouvoir le transformer en expérience ludique intéressante. Un bon exemple, c'est ce qui a été fait sur Assassin's Creed Odyssey. Typiquement, voilà, enfin, c'est ce qu'on va faire en fait pour tous les Assassin's Creed, pardon, hein. C'est-à-dire on va s'appuyer sur la documentation scientifique, archéologique, on va s'appuyer sur vraiment un très gros corpus scientifique. Évidemment, nous, sur tout le travail qu'on produit, si vous voulez, il y a qu'une petite partie qui est mobilisée dans les jeux. Toutefois, on va essayer quand même de créer des univers qui ont une forme de cohérence, une forme d'authenticité un peu globale qu'on va essayer de viser. Et du coup, un cas pratique et un peu plus précis que je peux vous proposer, c'est celui d'Assassin's Creed Odyssey, donc qui se passe en Grèce antique, puisque donc en effet, on a une certaine connaissance des bâtiments anciens, puisqu'on a un certain nombre de ruines et puis aussi de ressources archéologiques qui peuvent nous aiguiller. Mais toutefois, en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément comment dire, soit qu'ils n'ont pas forcément complètement tranché par la communauté scientifique, soit pour lesquels le public a une attente. Et ça aussi, c'est un sujet, c'est-à-dire que nous, on va évidemment travailler à une forme de restitution scientifique, mais le public veut aussi s'attendre à jouer à quelque chose de particulier. Et parfois, c'est pas ce que dit la science de ce sujet. Donc, c'est à nous de trouver le bon équilibre entre ces différentes choses. Et puis, il y a bien sûr la marge de manœuvre de l'équipe créative qui doit créer son univers, faire une proposition ludique intéressante. Et donc, typiquement, sur cet exemple des temples, donc, nous, on a un peu cette image des ruines, des temples très blancs. Il faut savoir qu'à l'époque, un certain nombre de bâtiments étaient peints de différentes couleurs. Mais alors, quelle couleur, à quel point, quel volume, etc., ce n'était pas forcément quelque chose de si évident que ça pour nous autres historiens et archéologues aujourd'hui. Et donc, du coup, il a fallu prendre des décisions entre laisser une certaine partie des bâtiments blanches, en colorer d'autres parties, le tout en essayant de conjuguer, si vous voulez, en fait, ce que nous dirait la science, ce que voudrait voir le public et ce que les équipes créatives ont envie de proposer comme univers. Sur un géoséminaire, je suis obligée de mentionner qu'un de nos outils de travail qui est très, très cool, c'est un outil de SIG en fait, hein, cartographe. C'est un outil de cartographie interactive. Interactive parce qu'en fait, on va pouvoir associer à chaque objet représenté un ensemble de liens, de galeries d'images, de textes. Ça va nous permettre de communiquer avec les équipes autour de sujets géographiques notamment, de manière assez, visuelle, et pertinente et ça nous permet du coup de aussi quelque part recycler le contenu écrit qu'on produit déjà. On écrit beaucoup, beaucoup d'articles au quotidien pour les équipes et quand on les met sous une forme cartographique, c'est assez intéressant et dynamique de faire avec. Donc là, c'est un exemple. Alors, l'outil n'existait pas pendant le développement de Assassin's Creed Odyssey, mais c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire comme carte pédagogique pour expliquer, par exemple, les guerres du Péloponnèse. Et vous voyez, typiquement, on peut cliquer sur chacun des points pour débloquer plus d'informations sur peut-être le conflit, les belligérants, le contexte dans lequel les gens sont affrontés. C'est un outil qui gère aussi un petit peu de statistiques. Donc typiquement, si on veut faire des cartes corroplètes, si on veut faire des cartes avec des informations dont les représentations vont être gérées par un dataset, c'est possible. Alors avec des limites, hein, bien sûr, parce que c'est pas non plus ArcGIS, hein, il ne fait pas tourner autant de choses, mais franchement, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve qu'en tant que cartographe, il y a déjà pas mal de choses à faire là-dessus. Et puis, ça peut nous aider aussi à planifier des voyages, hein, puisque parfois, les équipes sont amenées à se déplacer sur le terrain pour faire des prélèvements de sons, d'images, pour visiter des musées, pour se rendre eux-mêmes sur certains endroits, pour participer à des activités culturelles, par exemple, qui sont propres à ces environnements. Typiquement, dans Assassin's Creed Valhalla, on a organisé des voyages inspirationnels pour permettre aux équipes de découvrir comment est-ce qu'on faisait pour, par exemple, forger des armes, comment est-ce qu'on manipulait le métal. Donc voilà, ça peut nous aider aussi à planifier ce style de voyage. Assassin's Creed, c'est évidemment, je trouve, un sujet assez intéressant sur la question du tourisme, hein, puisque typiquement, on va
rejouer des environnements qu'on peut aujourd'hui explorer dans la vraie vie. Et donc là, vous avez un exemple de personnes qui sont des touristes, qui ont pris des photos de monuments qu'on a nous-mêmes comparés avec ceux d'Assassin's Creed 2. Et vous voyez que bon, voilà, on a essayé d'être quand même relativement précis. En général, la géographie est mieux que l'histoire en matière de représentation, puisque c'est un petit peu plus facile de se rapprocher de formes architecturales et de manières de concevoir des villes que de respecter, par exemple, des biographies de personnages très précises ou des déroulés d'événements qui sont complexes et qui sont donc assez durs à reproduire dans un seul jeu. Toutefois, voilà, on essaie quand même de valoriser cette production scientifique-là parce qu'on sait que le public l'aime assez bien et puis franchement, elle enrichit nos expériences, elle lui donne un caractère un peu unique. Donc ça, je vais le survoler pour pas parce que je crois qu'on arrive sur la fin du temps imparti. Donc vous découvrirez, par exemple, les Discovery Tours, qui sont des modes de jeu qui mettent en avant le travail scientifique qui a été produit pour les jeux. Dans Assassin's Creed Valhalla, en particulier, c'est assez intéressant ce qui a été fait pour le Discovery Tour. C'est donc, un jeu qui se passe dans la période, viking et en fait, on va vous faire incarner des personnages un peu du quotidien et vous aider à découvrir un petit peu les modes de vie de cette période, historique-là, à l'aide, en fait, de missions très quotidiennes, à l'aide, d'interactions avec vraiment des personnages, très normaux. Donc en fait, on sort du cadre du Assassin's Creed et vraiment on va rentrer dans une espèce de simulation d'à quoi ressemblerait la vie de cette période, dans des lieux précis, comme par exemple des monastères ou des villages, côtiers. On a aussi des partenariats avec des institutions, ça c'est super cool. Alors on en fait, de temps en temps. La dernière en date qui nous a beaucoup occupés, c'était celle avec l'Institut du monde arabe à Paris, qui a organisé une exposition autour de Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin's Creed Mirage. C'était avant aujourd'hui du coup le dernier volet de la série qui était sorti, qui se concentrait sur, la Bagdad abbasside et donc en fait, c'est un environnement sur lequel on connaît très peu de choses, puisque la ville a été intégralement détruite et du coup, Assassin's Creed, par la force des choses, a fait la reproduction quelque part la plus fidèle et numériquement aboutie de ce à quoi ressemble la ville, puisque voilà, elle ressemble à peu près à ça, de forme arrondie et tout. Et donc du coup, l'Institut du monde arabe était assez intéressé pour collaborer avec nous, pour valoriser les images qu'on a pu produire dans le cadre de ce jeu et créer une exposition autour de l'histoire de la ville de Bagdad. C'est un exemple parmi d'autres. On a plusieurs, partenariats comme ça avec différentes institutions, différents musées, universités et donc moi, je trouve que c'est très gratifiant en tant que géographe qui vient de ce milieu académique-là, que de pouvoir valoriser aussi que notre production, elle puisse, heu, être, inspirante et ou remobilisée par, des acteurs, voilà, du milieu académique et du milieu scientifique puisque, je trouve que ça permet de croiser de manière assez intéressante ce qu'on peut faire avec les jeux vidéo et notamment le fait de toucher un grand public d'âge, de milieux variés et les réconcilier peut-être avec des sujets scientifiques qui parfois sont perçus comme un peu obscurs ou opaques, voilà, pour les gens. Et donc, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des questions-réponses, mais en tout cas, voilà, on a fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous m'avez bien entendu depuis Montpellier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eve. On va limiter peut-être à deux petites questions parce que c'est vrai que on a un peu débordé et comme on a encore de la suite dans le programme, est-ce qu'il y a des questions? Ça marche. Alors, Je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro. Ouais. Ma question, c'était par rapport à votre métier, vous, de géographe initial. Quel est votre travail au quotidien pour ces jeux-là? C'est quoi exactement? Alors mon travail au quotidien, ça va être essentiellement de me documenter et de faire de la veille scientifique, de la documentation scientifique pour voir en gros ce que dit la science d'un certain sujet. Sujets qui peuvent être très variés, Ça peut être, une grosse période historique, un conflit, sur le long cours, mais ça peut aussi être parfois, juste, le métal de la boucle de ceinture viking, qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà, ça peut être des questions, très simples ou très, très complexes, donc on va se documenter. On va restituer ensuite cette, documentation scientifique sous forme d'articles, mais aussi de cartographie pédagogique. Donc moi, c'est, une grosse partie de mon travail puisque du coup, la plupart de mes collègues sont historiens de formation et donc pas forcément hyper à l'aise, toujours avec les outils de carto. Moi, je vais essayer de valoriser, le travail et la production de l'équipe à travers ce type de cartographie et on va aussi organiser, des conférences, des rencontres avec des experts externes aussi. Parfois, quand on estime qu'il y a un point qui est très important pour un de nos jeux, on va pouvoir solliciter d'autres membres de la communauté scientifique pour intervenir directement auprès des équipes. Donc on peut faire cette interface-là aussi. Mais donc voilà, au quotidien, moi je lis, j'écris, je fais des cartes et je parle à des gens, en gros. super. Super, merci Eve. Et ben merci beaucoup. Désolée d'avoir débordé. J'avais pas vu vos messages, puisque j'étais en plein écran. Donc voilà. Alors, Merci attends, beaucoup pour, il y a une dernière question en fait là-bas, j'avais pas vu, désolée.
Alors, oui, ok, j'espère que vous m'entendez. Ouais. Alors, voilà, rapidement, moi, je suis un grand consommateur de jeux vidéo depuis mon enfance et je travaille aussi dans l'informatique. Donc, je connais extrêmement bien les deux mondes. Et du coup, ma question était, connaissant Ubisoft en termes d'actualité et tout ce qu'on peut entendre sur le sujet, dans un premier temps, est-ce que vous recommanderiez des gens à venir travailler dans le monde du jeu vidéo en tant que pluridisciplinaire, quelle que soit leur compétence de base, là, c'est la géomatique ou la géographie? Est-ce que vous pensez que s'il y a des débouchés là-dedans, parce que comme dans le jeu il y a beaucoup d'étudiants qui sont là aussi, et que moi aussi, je me rappelle en tant qu'étudiant que c'était un rêve pour moi, parce que je connais énormément les univers virtuels, de pouvoir travailler sur ces univers, comment les conceptualiser, etc. Donc voilà, un peu un mélange de questions, désolé, c'est pas très clair, mais en gros, c'est pour savoir est-ce que c'est possible de se orienter là-dedans, et d'ailleurs, comment vous avez trouvé ce métier? Voilà, merci beaucoup. Pas de souci. Non, mais c'est une question très importante et effectivement, je vais souvent voir des étudiants, des étudiantes qui me demandent et puis même juste des chercheurs et des chercheuses. Alors il y a plusieurs, couches à cette question. Donc déjà la première, comment moi je suis rentrée là? En fait, ils ont juste posté l'annonce sur Twitter. Voilà, j'ai répondu à l'annonce. J'ai fait des entretiens d'embauche et puis voilà, j'ai eu le job. C'était il y a 5 ans et demi. Pour ce qui est de est-ce que c'est une débouchée, plausible? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que moi-même je suis là, hein, donc c'est bien que c'est faisable. Non, parce qu'en ce moment, c'est pas un moment de l'industrie qui est facile et c'est vrai pour Ubisoft, mais c'est vrai franchement pour toutes les entreprises du jeu vidéo. Les designers, les artistes, enfin franchement tout le monde galère à trouver du travail en ce moment parce qu'en France, la tendance, elle est plutôt à la réduction des effectifs en ce moment. Même si ça vaut le coup quand même, hein, de vérifier d'autres pistes, que ce soit dans d'autres pays ou que ce soit parfois aussi les studios du mobile, par exemple, qui elles ont d'autres effectifs. Alors pour beaucoup de gens, le Graal, c'est perçu comme, travailler sur des jeux consoles, triple A et tout, mais en fait, bah, il y a toute une production, enfin la production du mobile est en fait dans les faits celle qui est la plus consommée au monde, celle qui rapporte le plus d'argent et donc du coup, potentiellement c'est des secteurs d'embauche un peu différents et qui parfois recherchent, plus de profils. Il ne faut pas hésiter à explorer ces portes-là si le travail dans le jeu vidéo vous intéresse. Éventuellement, moi mon métier est quand même très spécifique. Je sais qu'il se développe en tant que consultant externe pour des entreprises du divertissement en général. Moi, il y a des entreprises comme Netflix, par exemple, qui m'ont approché pour du conseil sur des séries, des choses comme ça. Donc en fait, à Ubisoft, ce qui est particulier, c'est le fait qu'on soit en CDI de manière pérenne et qu'on soit intégré à tout un écosystème, voilà, de production. Mais il faut savoir que c'est des métiers qui, dans d'autres entreprises, par exemple chez Rockstar, par exemple chez, Asobo, ça se fait vachement avec des consultants externes, en fait. Donc éventuellement, vous pouvez offrir des services de consultance en parallèle de votre job, typiquement si c'est des sujets qui vous intéressent et ça peut être intéressant pour certaines entreprises. Voilà, je pense avoir à peu près répondu. Oui, la dernière chose, c'est de ne pas hésiter aussi à partir de vos compétences actuelles et de voir comment potentiellement vous pourriez les remobiliser ou éventuellement ajouter une formation complémentaire pour les intégrer à des équipes de jeu. Typiquement, si vous êtes amené à faire pas mal de développement et de programmation, par rapport à des activités de SIG, j'imagine que les ponts ne sont pas si éloignés que ça pour se mettre à travailler sur des sujets de ce qu'on appelle de world design, donc de génération de monde, travailler avec des outils comme, World Machine, par exemple. Moi, je suis d'avis qu'il doit y avoir des ponts assez, qui doivent se faire assez logiquement et qu'il ne faut pas hésiter à les explorer pour potentiellement, affiner son profil vers un peu plus le jeu vidéo. Mais voilà, effectivement, en ce moment, c'est pas une bonne période. Après, c'est un cycle, hein, ça se trouve dans 3 ans, ce sera très facile de trouver du travail. Voilà, je ne vais pas vous démotiver, non plus, hein. Moi, j'ai à nouveau, j'ai réussi, donc c'est bien que c'est à la portée du premier venu, hein. Mais juste, voilà, c'est aussi une question de timing et d'argent et en ce moment, l'argent, c'est un peu compliqué, je crois, chez tout le monde. Voilà. Désolée, j'espère que c'est pas trop déprimant comme, conclusion, mais Super, c'est parfait. Merci Eve, merci très encore. bien et ben, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée et puis, ben, n'hésitez pas si vous voulez rester en discussion sur LinkedIn, voilà, je suis à dispo. Ouais. Super, merci, à bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir.